Bonjour, on va faire le cours numéro 2 dès que j'arriverai à partager correctement mon ordinateur pour lancer depuis le début le cours. Alors, on devrait y arriver là, voilà. Est-ce que la technique de lecture d'un électrocardiogramme repose sur une méthode que j'ai apprise et qui m'aide beaucoup? C'est un petit peu un mantra, c'est des façons de travailler. Voilà, vous rentrez dans un avion, vous avez une checklist. À partir de normes de la littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait 12 règles d'un ECG normal, en faisant attention qu'il y a des variantes et des pièges. On va voir ça et on essaiera de tenir compte de la conclusion. Donc, on va voir les règles de base, les variantes, quelques variantes et des pièges, et on fera ensemble une conclusion. Donc, si je me permets de vous afficher quelque chose à l'écran, c'est ça. C'est les 12 règles de base qui concernent l'onde P issues du Minnesota Code. En 1960, les gens ont senti que les ordinateurs aux États-Unis allaient devoir un peu homogénéiser les techniques de présentation, de publication, et ils ont édité des règles qui ont été modifiées ensuite dans les années 80. Ça n'a pas tellement changé, maintenant c'est toujours les mêmes. Alors, je le récite par cœur. Je commence par l'onde P. L'onde P, c'est le début de l'oreillette, on l'a vu, dépolarisation de l'oreillette droite puis de l'oreillette gauche. Elle est positive en D1, D2, on l'a déjà vu. Une seule onde P sinusale précède chaque QRS. Ça, c'est très important. Sinon, ça veut dire que les QRS ne sont pas activés par les oreillettes et que cette oreillette n'est pas sinusale. La fréquence sinusale est comprise entre 60 et 50. On va voir que ça, c'est normal, mais que souvent, il y a des différences inférieures à 60 jusqu'à 50. Ça peut être tout à fait normal, c'est variante de la normale. Il y a même des gens qui vont jusqu'à 40. Ce sont des variantes de la normale. Mais si vous voulez être tranquille, entre 60 et 100, c'est la vraie définition. On ne dit pas que quelqu'un est bradycarde à 50, on peut le dire, ce n'est pas pathologique. L'intervalle PR, c'est la distance entre le début de l'activation de l'oreillette jusqu'au début du QRS, il a une durée constante. D'accord ? On parle de PR ou de PQ selon que la première dérivation soit positive ou négative. C'est 0,12 à 200. Ça s'apprend par cœur, ça. 200, 200, ça s'apprend. On est obligé de le savoir. Les QRS ont un axe frontal à moins 30 et 90 degrés. Alors, moins 30, c'est plutôt vrai. Là, ce sont 5 règles sur les QRS. Donc, on va passer du temps sur les QRS parce que le QRS, c'est le muscle, on va le voir. Et il y a 5 règles à repérer. Donc, on va les voir tous ensemble au fur et à mesure. Et après, on verra qu'il y a une règle sur le segment ST qui est isoélectrique, mais on verra qu'il y a beaucoup de variantes. Une règle sur l'onde T, mais on verra qu'il y a beaucoup de variantes. Mais ça s'apprend comme ça. Elles sont asymétriques et positives. Elles ne sont pas plates et elles ne sont pas trop amples. D'accord ? Donc ça s'apprend. Franchement, il faut l'apprendre. Et à un moment donné, c'est pour ça que le cours d'après, essayez de les apprendre par cœur en fermant les yeux et les réciter. L'intervalle QT corrigé, on va le voir, on va apprendre à le mesurer. C'est moins de 430, moins de 450. Et c'est toujours pathologique au-dessus de 460 et c'est grave au-dessus de 500. Voilà, donc ça, c'est les règles qui ont été publiées et qui sont téléchargeables dans le PRINEAS Minnesota Code. Donc, la première règle de lecture d'un ECG, c'est de dire que l'onde P est positive en D1, D2. Si elle ne l'est pas, c'est parfois une variante de la normale, comme on va voir, mais ce n'est pas normal. Voilà. Donc, l'onde P, on la voit mieux en agrandissement là, vous voyez, elle fait moins de 120 millisecondes, souvent, il faut amplifier. Un petit carreau faisant 40 millisecondes, vous vous souvenez, 5 petits carreaux font 200 millisecondes. Un petit carreau fait 40, donc là, on a un 2,5, ça nous fait, voilà, c'est moins de 120, bon, que ça fasse 110 ou 120, 100, c'est pas très grave. L'onde P, c'est l'oreillette droite puis l'oreillette gauche. On voit un petit peu le côté double bosse, souvent. Mais là, elle est vraiment de bonne taille. Et elle n'est pas trop ample. Elle fait moins de 2,5 mm. Vous voyez que là, il y a 1 mm. 1 mm. Voilà. Ensuite, une seule onde P sinusale précède chaque QRS. Donc ça, vous le savez. Il faut bien regarder le D de long, là. D'accord ? Quand vous avez 10 secondes, vous pouvez vous faire avoir, sinon. Alors, sur un 5 secondes, là, le 3 dérivation, c'est un cauchemar. Et là, il n'y a pas de D2 long d'ailleurs, donc ce n'est pas très bien. Et vous voyez qu'on voit bien V1. Il faut bien vérifier qu'il n'y en a pas deux. Méfiez-vous. Parce que des fois, ça ressemble. Alors, aidez-vous de la superposition pour voir que ça, ce n'est pas une onde P, mais bien une onde T. Souvent, il faut passer un petit peu de temps parce que les ondes P se cachent. C'est comme les champignons, ça se cache.
eh ben, dans la forêt, quand on sait chasser les champignons, on sait chasser les ondes P quand on fait de la cardio et quand on fait de la cueillette. OK. Donc, on va regarder ici chez ce patient. Vous voyez, c'est un tracé, il est en noir et blanc, puisqu'il a servi dans mon premier livre, mais il y en a beaucoup, comme vous allez le voir. Il y a le pacemaker sinusal chez l'homme, mais il y a plein de pacemakers qui sont sinusal inférieur, enfin atrial inférieur, atrial supérieur. Ça, c'est aussi une forme de pacemaker, c'est-à-dire une activité électrique physiologique du cœur. Plus on va descendre, et moins c'est physiologique, d'accord? Quand vous commencez à battre à 20 par minute ici, c'est que ce n'est pas normal. Mais là-haut, peut y avoir des passages de l'un à l'autre, rythme atrial bas, atrial haut qui donne un axe à 60 degrés en D2, D2 c'est à 60. Vous voyez qu'ici, je suis négatif, donc ça ne va pas. Là, je suis plat, donc ça ne va pas. Donc peut-être que c'est un pacemaker atrial bas, et on le reconnaît au fait qu'il est tout proche du nœud atrioventriculaire, donc ça donne un PR court. OK ? PR court, onde P négative en D2. Pourquoi elle est négative ? Parce que je monte vers le haut, d'accord ? Donc je monte vers le haut, je suis orthogonal à D1, donc je ne vais quasiment pas l'avoir. Je monte vers le haut, donc je vais en D2 montrer une négativité avec une. Donc, l'activité du nœud atrial bas ou nœud du sinus coronaire est physiologique chez beaucoup de gens tant que je suis dans une fréquence raisonnable. D'accord ? Si je passe à plus de 100 par minute, ce n'est pas normal, ça s'appelle une tachycardie atriale. Si je suis dans les 60, 50, 40, 70, 80, c'est une activité du sinus coronaire, c'est physiologique. Et c'est fréquent chez les gens qui vont très bien. Chez les sportifs, on peut passer d'un rythme sinusal à un rythme atrial haut à atrial bas. Donc ça, très important. Regardez bien, ici, nous avons un pacemaker atrial bas. Regardez, il va passer tout doucement de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il faut bien regarder que toutes les ondes P conduisent les QRS, et c'est l'importance de la ligne de base. Et vous voyez du D de long. Sur un 5 secondes, vous n'auriez pas compris là. Vous seriez arrêté ici, vous auriez eu pof, pof, même pas vu. Sur un 10 secondes, on le voit. Et alors, avec une ligne de base, on le voit vraiment beaucoup mieux. Là, je suis positif orthogonal et je passe au rythme atrial bas un petit peu plus lent. Et puis là, avec la respiration, il y a une pause et c'est le nœud sinusal qui a raccroché. On dit qu'il raccroche parce qu'il y a une arythmie respiratoire un peu chez beaucoup de gens. On a toujours ce faux bloc incomplet droit ici, là. Vous voyez, il n'y a pas d'onde S ici. Hein. C'est physiologique chez beaucoup de sujets jeunes, cet aspect RSR', qui correspond à l'activation terminale du ventricule droit par une boucle physiologique. Hein. Il n'y a pas d'onde S ici ni là. Là, j'ai bien PQRS négatif. Mais après les erreurs techniques, il y a des erreurs, on l'a dit, des variantes de la normale qui sont le situs inversus. Alors, ça fait bizarre au début, hein, quand on voit ça, tout négatif, mais là, c'est positif. Ce qui est un peu bizarre, hein, c'est que pour une inversion d'électrode, je devrais avoir un D1, D2 négatif. J'ai D2 qui est positif. Alors, on reconnaît un situs inversus au fait que D1 ressemble à V6. V6, c'est là. Hein. Donc, il est évident que je vais avoir un courant de charge positif qui va dans l'autre sens. Si je mets V6 là, je m'éloigne du courant électrique, donc je microvolte, je suis tout petit, puisque je suis loin du signal électrique, je vois un courant de charge positif s'éloigner de moi, et je vois une croissance de l'onde d'air qui diminue de V1, V2. Bah oui, parce que je suis en V1 ici, et là je suis là, donc je vois un courant qui s'en va. Donc, j'ai une décroissance harmonieuse de V1, V6 dans le situs inversus, et j'ai une inversion complète de mon PQRST, puisque D1 étant par là, ben, je vois tout par là. Ce n'est pas très dur. Au début, on se fait avoir avec le situs inversus, c'est-à-dire la dextrocardie, pour être précis, ça s'appelle comme ça. Et la dextrocardie, il suffit de changer les électrodes, d'inverser toutes les électrodes de leur place. Vous mettez le fil V1, V2, V3, V4, V6 à l'envers. Vous mettez les électrodes dans l'autre sens, hein, vous allez vers l'oreillette, vous mettez V1, V2, V3, V4, V5, V6, et vous changez le bras droit, bras gauche, et vous avez un électro normal. Petite astuce. Ça, c'est deuxième règle de l'électricité, une seule onde P identique précède chaque QRS, et voilà les durées qui sont recommandées. Vous voyez qu'ici, j'ai dépassé les 120 millisecondes, et j'ai une onde P bifide. Ça, c'est l'oreillette droite, ça, c'est l'oreillette gauche. Donc, ce n'est pas normal.
C'est totalement négligé en France, ce problème-là. Or, l'oreillette est un signe de dilatation ou de trouble, comme toujours. Soit c'est une dilatation, soit c'est un trouble de conduction. Les gens pensent que c'est toujours une hypertrophie. Ce n'est pas une hypertrophie, c'est un trouble de conduction. On va le voir. Là, par contre, ce n'est pas un trouble de conduction. Je suis en D2 devant l'oreillette droite et je vois une hypertrophie. Alors que là, je vois l'oreillette gauche qui s'active très en retard. D'accord? Donc, regardez bien la taille de vos oreillettes. Vous pourrez faire le diagnostic d'hypertrophie auriculaire gauche si c'est le cas, ou alors de bloc interatrial. On verra comment on le reconnaît. L'HAD, c'est l'hypertrophie atriale droite. Ce n'est pas une hypertrophie vraiment, c'est plutôt une dilatation avec un signal électrique très fort et très bref. On voit ça dans toutes les maladies du poumon qui dilatent l'oreillette droite. Cardiopathie, maladie pulmonaire, emphysème. Voilà, d'ailleurs, il y a un axe droit ici, c'est une maladie du cœur droit, ça. Avec un petit retard droit, comme dans la maladie du cœur droit. Là, vous avez des signaux électriques qui ne sont pas les mêmes. Hein, d'accord? Donc, ce n'est pas un signal. Il commande tous les QRS, mais il change de forme. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que ce patient qui est là ou un autre, peu importe, il a une maladie de la conduction et que ces maladies de la conduction, ça génère, c'est souvent associé à des maladies de l'oreillette, de l'automatisme atrial. On appelle ça des extrasystoles atriales. Et c'est souvent favorisé par une maladie de l'oreillette. Donc, quand vous avez repéré que l'OMP était trop large et bifide, probablement ce sujet est un candidat au bloc sino-atrial et à la fibrillation atriale. Vous voyez, ce patient, vous avez quelques petits quiz, là vous pouvez regarder. Est-ce que vous voyez une tachycardie sinusale sur ce tracé? On peut passer 2 secondes. En suivant la règle du haut, ici. Évidemment, c'est un petit peu long pour ceux qui nous regardent, donc on va enregistrer à distance. On voit qu'il y a un problème d'onde P dès le D1. Je commence toujours un électrocardiogramme en lisant comme un livre, de haut en bas et de gauche à droite. D'accord ? Et je termine par ça. Parfois, je vais très vite à ça quand je pense que ça merdouille un peu ici. Là, vous voyez, j'ai une onde P négative. C'est bien une onde P, et je regarde grâce à mon alignement, je sais que c'est une onde P, que ce n'est pas une onde T ni une onde U, c'est bien une onde P. Là, je la vois bien, et là, elle est négative. Donc, ce n'est pas un rythme atrial bas, qu'est-ce que je suis en tachycardie, là. Je vous rappelle la règle des règles, on le verra tout à l'heure, hein, 300, 150, 175, je suis à 100 par minute. Donc, c'est une tachycardie atriale, basse, avec une onde P très proche. Donc, regardez bien les signaux atriaux DD1, D2. Donc, l'onde P, vous avez compris que c'est une activité électrique atriale, droite puis gauche. Elle renseigne sur l'existence d'une maladie du rythme, hein, fibrillation, extrasystole, une maladie de la conduction aussi, et aussi les dimensions atriales. On a vu l'hypertrophie atriale droite, et on voit la conduction d'une oreillette à l'autre avec un risque de FA. Donc, passer du temps pour l'onde P n'est pas indispensable, évidemment, pour une infirmière, mais pour comprendre que le signal, il a une certaine forme, qu'il peut y avoir des inversions d'électrodes, des situs et des troubles du rythme atrial ou des troubles de la conduction ou des dilatations de l'oreillette. Ça va compléter une information concernant les QRS. D'accord ? La fréquence sinusale, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est important à calculer. Alors, ça se regarde sur un électrocardiogramme visuellement. Hein. Un grand carré fait 200 millisecondes. Donc, on a la règle, ce qu'on appelle la règle des 300. Hein. Ici, vous avez 300, 150, 100, 75, 60, 50. Après, c'est 43. Donc, quand vous avez 2 QRS qui sont, comment dirais-je, à partir de 2, on a 50 par minute. J'espère que c'est clair. 300, 150, 100. Là, ça veut dire que je suis à 100 par minute. Si je n'avais pas ce battement-là, je serais à 50 par minute. Donc, ça permet, à un moment donné, sur un circuit ou parce que je n'ai pas de calibrage ou sur un scope, de recalculer ça. Vérifiez toujours le calibrage et ça aussi. Et souvenez-vous qu'un millimètre fait 40 millisecondes. C'est un document important, vous le retrouverez sur le site internet. Donc, ce patient a 7 intervalles, un peu plus de 7 intervalles sur 5 secondes, hein, puisqu'un ECG fait 5 secondes. Donc, vous multipliez 7,5 par 12, puisqu'il y a 60
Enfin, je veux dire, ça fait 10 secondes. Donc, il faut multiplier. Si en 5 secondes, vous avez 7,5, il faut multiplier par 6 pour avoir 60. D'accord? Ça vous fait 90 par minute. Là, c'est 5 secondes. Je veux savoir en 1 minute combien de fois j'ai 7,5, donc je multiplie par 6. Si je multiplie par 6, j'aurai 6 fois 5, par 12, pardon. J'aurai 60 secondes et j'aurai 90 par minute. Ça permet de calculer la fréquence cardiaque sur un électrocardiogramme. Mais des fois, c'est utile, ces électrocardiogrammes-là. Je n'ai pas de fréquence cardiaque, je ne sais pas à quelle fréquence elle est, ou alors c'est sur un tout petit endroit, un tout petit moment. Hein. Donc, soit je fais la méthode des 300, donc je pars en général sur une ligne, par exemple ici, 300, 150. Vous voyez qu'elle est très, très rapide, mais je ne peux pas être précis. Donc là, j'ai pareil, j'ai 300. Donc, sur un seul intervalle, j'ai presque 300. Ce cœur bat presque à 300. Bon, c'est pour ça qu'on moyenne un peu. Enfin, inutile de vous dire que le cœur ne doit pas du tout aimer ce qui se passe et c'est un choc septique. En 5 secondes, vous comptez les intervalles, 18 et vous faites la règle des 12. Donc, 18 fois 12, ça vous fait du 216 par minute. On verra que c'est une fibrillation atriale hyper rapide et que c'est le signe d'un hyperadrénergisme. Souvent, ça veut dire que ça va très mal. L'intervalle PR, maintenant, c'est une règle à part, après les 3 règles sur l'OMP, c'est l'intervalle PR, hein, décrit le temps de dépolarisation depuis le début de l'oreillette droite jusqu'à la dépolarisation du muscle cardiaque, après le Hispurkini. C'est constant, c'est 0,12 à 200, mais vous allez voir que c'est parfois un peu plus court dans les variantes de la normale, et que dépasser un peu 200 chez un sujet âgé, ce n'est pas bien méchant non plus. Ce sont des valeurs médianes normales, mais il y a toujours des gens qui ne font pas les choses comme les autres. Donc, apprenez ces valeurs, mais sachez qu'il y a des petites nuances. Vérifiez le calibrage, évidemment, hein, on l'a déjà vu. Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est bon, ça fait 0,12 millisecondes, on l'a déjà vu, 40 ça fait moins de 120. Hein. Enfin, là, il vous dit qu'il fait 120, pardon. C'est l'onde P qui était plus courte. 3 petits carreaux fait 120, donc c'est super bien. Je suis normal. Il a une durée constante. Ça veut dire qu'il faut quand même regarder toutes les ondes P pour vérifier. Oui, souvent, on va un peu vite comme ça. Et on oublie de regarder si toutes les ondes P ont une durée constante. Ça, c'est probablement un artefact. Je pense que l'onde P, elle est là. Et vous voyez que ce n'est pas évident. Donc, on va les pointer. Et on voit qu'il y a un PR qui est long, mais qui n'a peut-être pas, je n'ai pas l'impression qu'il s'allonge. C'est constant. Donc, c'est un bloc atrioventriculaire, c'est-à-dire qu'entre les oreillettes et le ventricule, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est souvent dans le nœud atrioventriculaire que ça ne marche pas bien. Donc, c'est trop long. Vous voyez, attention, quand le PR est trop long, c'est une maladie de la conduction. Et quand le PR est trop court, vous voyez ici, il vous dit PR 116, faites-lui confiance, c'est moins de 120, ce n'est pas normal. D'accord? Vous voyez qu'ici, l'onde P, tout de suite après, il y a un QRS qui débute. C'est ce qu'on appelle un PR court. On verra à quoi c'est dû tout à l'heure. Ce n'est pas normal. Et donc, il faudra chercher quelque chose. Là, je vous apprends à repérer la normale. On appelle ça une préexcitation. On en verra. L'intervalle PR a une durée constante. 4e règle. On a dit que c'est 100 à 200. Vous voyez qu'ici, je suis sympa. Hein, je vous ai mis la dérivation de rythme. Hein. C'est indispensable, la dérivation. Parce que là, on ne comprend rien en rythme. Donc P, elle est sinusale sur un seul complexe. Là, on ne comprend rien. Vous ne pouvez pas, sans une dérivation de rythme un peu longue, et bien interpréter les choses. D'accord? Donc, est-ce que c'est constant? Vous pointez vos ondes P en bas, souvent avec un petit... Sur une feuille de papier, vous faites des encoches comme ça. Et là, vous voyez que les ondes P sont toutes présentes. Elles ont l'air constantes, mais le PR, lui, n'est pas constant. Donc, ce n'est pas normal. Je ne vous demande pas de dire ce que c'est pour l'instant, mais je vous demande de dire, attends, mes ondes P ne commandent pas mes QRS. À vrai dire, mes QRS sont dissociés. Ils n'écoutent pas du tout. Ils n'écoutent pas du tout, sauf peut-être là, il y a une conduction. Donc, on cherchera à comprendre après ce que c'est, mais déjà, on repère la normalité qui est que le PR n'est pas constant. Et à vrai dire, ce PR qui est trop court là prouve que ça ne peut pas être conduit. C'est un QRS qui est dissocié de l'onde P. Peut-être ici, il aurait pu conduire, mais je pense que le seul PR qui conduit, c'est celui-là. Je passe. Donc ça, c'est une bradycardie sinusale. C'est beaucoup trop lent, ces ondes P, à 35 par minute. Et à la place, il y a un pacemaker d'échappement qui a pris la relève et qui n'écoute pas les ondes P, pour des raisons que je ne connais pas encore, mais il ne s'écoute pas. C'est un rythme d'échappement. Ouais, ça, c'est pour vous montrer que la plupart des gens ne le voient pas.
Ils disent il est bradycard. Ben oui, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Maintenant, on va attaquer les QRS. Les QRS, ça commence par l'axe du cœur. L'axe du cœur, je vous ai montré que c'est très important de repérer vers où, normalement, sur l'axe d'Eindhoven, on va vers D2. Donc l'axe du cœur, R domine en D2. Parfois, RD1 va dominer quand on va être proche de 0 degré, et VF, qui est tourné en bas, va dominer quand je suis proche de 90 degrés. Là, c'est facile d'un seul coup d'œil. Vous voyez que R domine en D2, l'axe est normal. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études. R, c'est le muscle, le vecteur moyen de dépolarisation du ventricule gauche. C'est gauche et droite, mais c'est gauche qui domine. Donc, je vois un axe à 60 degrés, c'est parfait. Donc, le voilà, je vous rappelle, des 2, 60 degrés, à la louche, qu'il fasse 60 ou 65 degrés, ce n'est pas le problème. Et d'ailleurs, je me suis trompé à 5 degrés près, il est en fait à 55 degrés. Bon, franchement, ce n'est pas fondamental, mais c'est bien de vérifier que votre ordinateur ne dit pas de bêtises. Toujours vérifier qu'il ne dit pas de bêtises, car il en dit, on en verra. Là, il a mesuré le Sokolov, il a mesuré le QTC par la formule de Bassett, on verra ça plus tard. Donc, si comme ici, D1 est positif et D2 n'est pas positif, bah, c'est que l'axe est plus près de D1. D'accord ? Mais comme D1 et D2 sont positifs, bah, c'est bien, hein, je suis bien là. Je suis bien. Alors, je suis plus près de D1, donc je vais plutôt être vers 20 degrés. Alors, je dis ça à la ligne, vous voyez, donc c'est 24. Ce n'est pas très compliqué, hein. Quand R est plus grand que D2, dans ma tête, je fais un peu comme ça. D2, il est là, bah, R est plus grand, donc je suis plus proche de D1, donc je suis vers 20 degrés. Calcul d'axe, ça paraît bizarre, c'est vraiment une règle importante de l'électrocardiogramme. On le verra pour dépister des maladies du cœur droit, du cœur gauche et des problèmes de conduction, comme toujours. Donc, comment on calcule un axe? Vraiment à la main, d'accord? Ben, on prend D1 et VF. D1 et VF. L'axe du cœur, c'est le vecteur moyen de dépolarisation, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs électriques vers où le cœur se dépolarise préférentiellement. Vous voyez, ben là, il se dépolarise préférentiellement par là et très peu par là. Donc, je prends le QRS, je fais 3 moins 2, 5, et je mets ma petite flèche là, et puis je fais moins 1 plus 9, moins 1 plus 9, je vois que ça fait 8, et je vois un vecteur qui est donc orienté légèrement à droite et en bas. Enfin, oui, c'est ça, à droite et en bas, c'est à peu près 80 degrés, d'accord? Donc, c'est normal. Donc, en regardant VF et D1, c'est comme ça que les ordinateurs le calculent, et vous, si vous aviez besoin de le faire, voilà, vous le feriez. Donc, vous avez bien compris que l'axe du champ électrique généré par les cellules cardiaques lors de l'activation biventriculaire, appelée force électrique, est produite par la résultante de toutes les dépolations ventriculaires. Et elle est assimilée à un vecteur unique en ce qui concerne le QRS pour l'axe. Il est dirigé physiologiquement vers la gauche, en bas et en arrière. Voilà. Donc ça, c'est normal. Mais c'est normal jusque-là. Là, ce n'est pas normal. 90, 120, c'est un peu élevé. C'est faisable chez des sujets jeunes, mais 120, c'est beaucoup. Jusqu'à 105, c'est normal. Mais 120, c'est trop. Hyper gauche, c'est toujours anormal. Et hyper droit, c'est toujours anormal. Et des fois, l'axe est dans ce qu'on appelle le no man's land, parce que c'est mnémotechnique, ça veut dire c'est pas un axe normal pour un homme, quoi. Donc c'est entre par ici, proche de VR. Quand un axe est tourné par là, au lieu d'aller par là, il y a un problème. Vous êtes d'accord? Donc soit vous vous êtes gouré dans la position des électrodes, soit il a vraiment le cœur complètement lifté vers la droite, ou alors c'est une dérivation qui remonte depuis la pointe vers la base, c'est-à-dire des TV ou des trucs comme ça. Donc, des gros troubles de conduction, des grosses dilatations peuvent donner des axes en verre ou des automatismes ventriculaires. Là, puisque vous avez compris comment calculer un axe, il suffit de regarder l'orientation du vecteur moyen dans le plan frontal pour voir ici ce qui se passe. Donc, je vous demande de regarder quelle est la plus grande onde d'air sur cet électrocardiogramme. Et si vous allez assez vite, vous allez voir qu'en lisant de haut en bas, pof, 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 ah, tiens, là c'est un peu grand. 11 mm dans une dérivation hyper gauche, c'est bizarre, alors que D1 est plus petit. Donc l'axe est plus proche de VL que de D1, d'accord? Quand l'axe est plus proche de VL que de D1, on va le calculer exactement où on regarde l'ordinateur, et là je vois que je suis
plus proche de VL que je m'éloigne de D1, donc je suis hyper gauche. D'accord? C'est un axe hyper gauche qu'on rencontre dans les blocs gauche, on verra ça tout à l'heure. Là, j'ai le contraire. Là, j'ai RD3, qui est le plus grand, hein, ce n'est pas très compliqué à regarder d'un seul coup d'œil. On voit que RD3, donc RD3 étant ici, je me remets avec mon petit bonhomme là, je vois que l'axe est plus proche de D3 que de VF, mais VF est pas mal non plus, donc on a un axe qui est environ à 100, 105 degrés. Quoi. Bah, il vous dit 100, vous voyez, donc c'est pas très loin. L'ordinateur dit 100. Voilà, donc ces axes donnés par les ordinateurs à moins 58 ou à moins 100 sont à peu près ce que j'ai calculé. Ils calculent bien les ordinateurs, les axes, ça vous fait gagner du temps. C'est rare qu'on ait besoin de noter la valeur de l'axe. On dit quand elle est anormale, on ne dit pas quand elle est normale. Dans un compte-rendu, on ne met pas axe 60, axe machin. Par contre, si l'axe est anormal, c'est-à-dire moins de 30 degrés ou plus de 90 degrés, plus de 105 exactement chez un homme âgé, chez les sujets jeunes, on peut être vertical, c'est à signaler parce que ça peut être des troubles de conduction ou des troubles de dilatation. Donc l'axe du cœur est très important. Activité électrique ventriculaire. Voilà, on va regarder on va regarder ça ensemble. Si l'axe des QRS est dévié à droite ou à gauche, on va regarder ça. On va se poser des questions sur les conductions et sur les déviations vers la droite des ondaires ou vers la gauche du VG. Alors, les QRS sont tous fins. C'est la 6e règle. Vous voyez qu'ils sont tous fins. Donc, on la mesure. Si vous la mesurez dans une seule dérivation, vous allez la sous-estimer. C'est pour ça qu'on aime bien les rythmologues. Ils superposent les 12 dérivations et ils prennent vraiment le début du QRS superposé et la fin du QRS superposé. Il y en a qui paraissent parfois plus petits ici que là. Souvent, ce n'est pas forcément des deux où on le mesure. En général, c'est là qu'ils sont plus grands. Et ils sont toujours un peu plus grands là. Et on prend vraiment des traits verticaux à gauche et à droite. On peut faire confiance à l'ordinateur, mais ne prenez pas dans une seule dérivation. C'est le début du QRS là et la fin du QRS là où c'est le plus tard possible. D'où l'intérêt des ordinateurs qui le calculent mieux que nous. D'accord? C'est écrit là. L'ordinateur ici fait 96 millisecondes. Bon, ça correspond à peu près à ce qu'on a mesuré. C'est-à-dire qu'il fait moins de 110. 110, ça ne serait pas bien chez un enfant. D'accord? Parce qu'il est proportionnel à la taille du cœur, le QRS. Donc, un sujet jeune qui va bien a plutôt tendance à être à 80 millisecondes. L'enfant peut être à 70 millisecondes, 60 millisecondes. Un cœur qui fait la moitié. Par contre, un sujet âgé avec les affres de la vie va être plus proche de 110. Ça ne veut pas dire qu'il est malade. Hein. Donc, il faut toujours comprendre les valeurs, ce que veut dire une valeur normale par rapport aux écarts à la normale. Un axe droit chez un sujet jeune, un axe droit et vertical, c'est normal. Un axe gauche chez un sujet âgé, c'est normal. Un QRS fin chez un enfant, c'est normal. Un QRS un peu élargi jusqu'à 110, c'est normal. Donc, toujours interpréter tout ça en fonction, on le verra, de la morphologie, de l'âge, du sexe. Les femmes ont un cœur plus petit, donc un QRS plus petit. 110 chez une femme, ça serait pas normal que chez un gros baraquet. OK ? Il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas apprendre les valeurs normales par cœur sans les comprendre. Voilà, c'est le but de ce topo. Donc, voilà. Ici, vous avez à gauche un électrocardiogramme qui vous montre ce que c'est qu'un bloc droit, hein, c'est-à-dire un QRS à 151 millisecondes avec un retard dans les dépolarisations droites à l'activation des ventricules. Ici, c'est bon. On le verra tout à l'heure. Et puis ça, le ventricule droit, il met beaucoup de temps. Et ici, vous avez compris que je vais avoir le contraire. C'est ça, le bloc droit, hein, c'est une onde S à 40, une onde SRP, mais ça. Et ça nous permet déjà de discuter un peu du bloc gauche, où on voit que le QRS fait au moins 130 millisecondes dans les blocs gauches. On dit 120, mais honnêtement, chez l'homme, c'est 130, voire 140 même. Et sinon, ce sont des blocs incomplets gauche, en dessous de 120. Pour beaucoup de blocs inférieurs à 125, 130, c'est les blocs incomplets. Alors, 139 millisecondes, l'ordinateur le calcule bien, il vaut mieux s'aligner, vous avez compris. Puis après, vous essayez de comprendre où est le retard de conduction. Là, on voit qu'il est à gauche, en dérivation D1, V6. Et là, on voit qu'il est à droite, en dérivation, on l'a dit V1. Et l'autre dérivation, c'est VR, hein, VR qui est à droite, à côté de VR. Là, on voit bien le bloc droit ici. OK. Alors, les blocs droits, les blocs gauches vont beaucoup nous renseigner les QRS quand ça commence à être large. Il faut se poser des questions sur les blocs, sur les maladies du muscle, sur les maladies de la conduction ou sur les maladies aiguës de la conduction, les maladies chroniques. Donc, toujours
Notez la taille d'un QRS quand elle est anormale. Pas écrire BBG, BBD. Écrire BBG 139, BBD 151. Parce que vous allez voir que plus le BBG, plus le BBD est large, plus le cœur est malade. Et ça va vous entraîner avec un tout petit test vers, vous voyez que ce malade-là, 151, c'est quand même beaucoup pour un bloc droit. Généralement, c'est le contraire. Les blocs droits sont plus petits que les blocs gauches, parce que le ventricule droit est plus petit. Il n'y a jamais d'onde Q, c'est la 7e règle de l'ECG normal, large, ce qu'on appelle une onde Q large. Donc, on la désigne comme ça, large et profonde, ou profonde d'ailleurs, parce que des fois, c'est large ou profonde. Il y a des ondes Q fines, jusque là. V4, V5, V6, les ondes Q sont les premières négativités du QRS, je ne vous l'ai pas dit. Première négativité, la première positivité, c'est une onde R, et la terminaison, quand c'est négatif, c'est une onde S. Excusez-moi, j'aurais dû le dire avant. Donc, je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs. QRS. Donc, ici, vous avez des ondes Q à peu près partout. On va voir pourquoi. Pour l'instant, on va l'apprendre par cœur. Mais si vous vous souvenez, l'onde Q, l'onde R, c'est la dépolarisation septale, c'est le ventricule gauche qui commence à se dépolariser en premier. Puis, c'est le ventricule droit. Ça, c'est le ventricule droit qu'on voit. Et ça, c'est le septum. Septum, VG, VD. Ah, bah oui, c'est intéressant. Septum. Et ça, c'est la somme du VG plus VD. On y va. Donc, on voit des petites ondes Q en V5, V6. C'est bien. Ce patient a des ondes Q très fines. En D3, elles sont souvent plus larges qu'ailleurs. Donc, mais là, ça n'apparaît pas. Et je vous rappelle que ça, c'est la somme de ces deux-là. Donc, c'est toujours normal s'il y en a une là et là, qu'il y en a une là. Mais moi, je regarde souvent des 1 des 2 maintenant. Je ne regarde plus trop VF. OK, donc ici, on a des ondes Q. Évidemment, je vous laisse les regarder 2 minutes. Mais vous voyez que ça ne va pas. Là. D2, c'est rare qu'il y ait une onde Q en D2. D2, dans l'axe du cœur, normalement, je devrais avoir une onde R. C'est rare. Ça, ce n'est pas normal. En plus, elle est assez large. C'est-à-dire que je la vois bien. Là, je la vois à peine. Je la vois très peu. Mais là, je la vois vraiment très bien. Donc, quand elle fait vraiment un petit carreau, c'est qu'elle fait 40 millisecondes. Dès qu'on la voit bien, c'est 40 facilement. Très difficile de donner sa durée. Mais une onde Q comme ça, qui est large ici, encore plus large en D3, et donc je sais que je vais en avoir une belle en VF, puisque c'est la moitié des deux. Oui, donc ça fait très séquelles d'infarctus. Avec un QRS fragmenté, on va voir ça. Donc c'est trop large. Là, c'est trop large aussi. Alors, ce n'est pas évident à voir, ça peut être normal, mais il faut la signaler, parce que ça, c'est anormal. Ça, c'est anormal. Donc, une onde Q de nécrose peut se cacher difficilement dans le territoire inférieur. On peut se tromper dans le territoire inférieur. Mais cette onde Q devrait faire moins de 20 millisecondes en D2. Alors là, je ne sais pas si elle les fait, moi je dirais 20-30. Là, il y a 30, franchement 30-40. Donc ça ne me plaît pas beaucoup. Alors, bon, soyons pas plus royalistes que le roi et passons pas trop de temps là-dessus, mais sachez qu'il n'y a pas d'onde Q large en D2 en tous les cas, et elles ne doivent pas être là. Là, on voit bien qu'elle est trop large, elle fait 50 millisecondes. Là, elle fait 40. Là, elle fait 40, 40. Et en plus, l'onde Q est beaucoup plus grande que l'onde R. Et là, je n'ai que des ondes Q. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que quand on fait que le cœur dans le plan frontal, le ventricule droit est couché au-dessus du ventricule gauche. Donc D2 est à 60 degrés. Là, j'ai le septum. Là, je suis en face. Donc la dépolarisation démarre par le septum et va essayer d'aller très vite par le haut, par le bas, vers la paroi latérale. Parce que pour que j'ai une bonne synergie mécanique, il faut que ces deux parois se rapprochent en même temps. Si elles se rapprochent en même temps, c'est grâce au fait que je vais très vite aller activer ça dès que j'ai activé ça, par là ou par là. Donc, la paroi inférieure du ventricule gauche, elle est là, donc elle est en D3. D3 et moins D1. C'est pour ça que j'ai souvent en D3 des ondes Q importantes parce que la dépolarisation se fait vers la gauche. Donc, je vais avoir des courants négatifs parce que le courant dépolarisant est dominant par là. Donc, je vais avoir des ondes Q souvent larges en D3. Le territoire inférieur, on le reverra, il est là. Le territoire septal, il est là, etc. Il faut comprendre un peu dans l'espace ce qui se passe. Donc, ces ondes Q sont pathologiques. Bon, là, je vais aller assez vite. Il y a des exceptions aux ondes Q. Vous voyez, ce sont des ondes Q qui sont liées à, non pas des trous comme tout à l'heure, mais des trop grands d'air. C'est-à-dire que le muscle, il est malade, il est tellement épais que l'onde R est grande et l'onde Q est grande.
Ce sont des ondes Q de pseudonécrose. C'est tout le contraire. On voit ça dans les cardiomyopathies hypertrophiques. Les ondes R, on le reverra, sont beaucoup trop grandes, même l'onde R' ici. Et ces grandes ondes R s'accompagnent d'ondes Q proportionnelles. Donc, ce sont des exceptions, il faut le savoir. On appelle ça des pseudonécroses. Et ça, attention à ces ondes Q, ce ne sont pas des ondes Q, enfin, ce sont des ondes Q, mais c'est parce qu'il y a une préexcitation, on le verra tout à l'heure. Toujours ce fameux PR court avec une préexcitation. Pour les médecins, on reverra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une préexcitation ventriculaire? Donc, les QRS ont un aspect en V1 qui est petit r grand S, on l'a déjà vu, ça c'est le septum, ça c'est le VG et le VD. Et en V6, c'est que du VG. Alors des fois, l'onde Q, je ne la vois pas très bien. Donc il faut que je la fasse apparaître avec ça. Oui, des fois, si on regarde vite, on ne voit pas. Mais en fait, il y en a une. Toute petite onde Q qui correspond au septum. C'est le septum qui se dépolarise en premier. Dans la nécrose septale, j'aurai des ondes Q en V1, V2 et V3 parce que j'ai plus d'activation de ce joli muscle. Or là, je vois bien que l'onde R grandit V1 à V4 et redescend ou reste équivalent et redescend. Et j'ai une onde S qui grandit de V1 à V2 et redescend, c'est un électro normal. Ça, c'est du beau muscle. Il est fin, il grandit normalement, il n'y a pas de souci. C'est bien ça. Et S grandit de V1 à V2 puis redescend. Donc, si vous avez une belle croissance harmonieuse des électrodes, parce que les électrodes sont bien mises, il faut que ça soit bien mis, qu'il n'y ait pas de maladie du cœur droit, pas de trouble de conduction, vous avez un aspect petit r grand S et petit q grand L. Alors, ce patient-là à gauche, est-ce qu'il a une onde R qui pousse bien? Quand je regarde mes QRS, je regarde si j'ai RS en V1. Ben oui, mais elle n'est pas très jolie, mon onde R. Alors, je continue et je vois que je n'ai pas une jolie croissance de V1 à V4, j'ai même une décroissance. Donc, l'onde R, au lieu de grandir de V1 à V4, elle ne grandit pas. L'onde S a bien grandi. Mais là, vous voyez, on a l'impression que ça merdoie la dépolarisation du septum. Donc, ce tout petit signe-là vous dit, attention, c'est un électrocardiogramme qui est anormal dans le territoire septal. Le septum ne se dépolarise pas bien, très probablement, parce qu'il y a une séquelle infarctus difficile à voir. Il y en a une autre ici. Et vous avez donc, en revanche, les micro-ondes Q ici. Donc, ce n'est pas bien. Nécrose. Il y a une autre nécrose avec des ondes Q, on ne les a pas vues, mais elles sont un peu trop larges, elles font au moins 30 millisecondes ici, et une autre Q, on l'avait bien vue, elle fait au moins 50 millisecondes ici. C'est un infarctus, c'est un électrocardiogramme. Quand vous faites du dépistage, on le verra sur les séquelles de nécrose. Respectez cette règle, sinon vous allez aller vite. Et vous ne voyez pas que l'onde Q ne fait pas plus de 30, maximum 40, mais là je fais 50. Je n'ai pas d'onde Q large en D1, et là j'ai vraiment des trous, quoi. En voici d'autres exemples. Alors là, c'est le contraire. Là, j'ai des QRS tout microvoltés, fragmentés. Les ondes Q, je ne les vois pas bien. Mais bon, je vais passer un petit peu. Je vois bien que l'onde R ne grandit pas de V1 à V3. V4, je veux dire. Elle est déjà grande. Cette onde R est ultra pathologique. Alors, c'est pas, quel est le contraire de la nécrose septale? C'est la nécrose basale. C'est-à-dire que de l'autre côté du cœur, j'ai un trou. Et ça me donne cette onde R. Je passe, c'est un petit peu difficile. Ça peut être une hypertrophie ventriculaire droite, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais il y a un axe droit. Donc ces grandes ondes R-là sont anormales. Et ça, c'est après excitation encore, avec une onde R qui ne grandit pas de V1 à V3. J'ai été un peu vite. Voilà, donc cette règle, elle est vraiment bien. Les ondes R grandissent de V1 à V4 ou V5, les ondes S grandissent de V1 à V2 puis redescendent. Ça permet de multiplier votre technique de lecture pour repérer les séquelles de nécrose. Là, les QRS sont des amplitudes R et S modérées. On est dans la 9e règle. Modéré, ça veut dire que c'est ni hypertrophique ni microvolté, comme tout à l'heure. Ce n'est pas trop petit, ni pas trop grand. Quand c'est trop grand, on va le voir, ça va être des indices d'hypertrophie. Quand c'est trop petit, c'est des indices de maladie du cœur. On verra ça dans un autre cours qui s'appelle dépistage de la cardiopathie chronique. J'espère que vous n'êtes pas assommés. On va faire une petite pause après les quiz. Donc, on va les revoir. L'hypertrophie ventriculaire gauche, ça se repère avec des grandes ondes S trop grandes ou des grandes ondes R ou des Sokolov, mais il y a plein d'autres indices, on les reverra. Il y a plein d'indices, c'est un peu compliqué à retenir, mais sachez que trop de grandes ondes S, trop grandes ondes R, à la limite, dans n'importe quelle dérivation, c'est anormal. Je pense que c'est ça le message. Vous voyez ici, par exemple, là, vous avez du microvoltage, ça ne me plaît pas. Et là, vous avez des trop grandes ondes S. Donc, quand vous voyez ça, vous savez que ce cœur est malade. En plus, il a de la fibrillation.
Mais ça vaut le coup d'un seul coup d'œil de se dire, mais attends, la croissance de l'ondaire, là, il n'y a pas de croissance de l'ondaire. Hein. C'est pas assez, ça n'a pas grandi. L'ondaise grandit de V1, V2, puis redescend. Ben, ça ne va pas. Donc, en fait, et je n'ai pas d'hypertrophie, et je n'ai pas de microvoltage. Ben, si, lui, il a tout faux, là. Il a vraiment tout faux. Donc, la 8e règle et la 9e règle ne sont pas respectées chez ce patient. Il a une cardiopathie. Je ne sais pas laquelle, hein, mais vous dites ce muscle, il est bizarre. Voilà, et vous demandez une écho, vous faites du dépistage. Là, ça peut être sérieux comme maladie. Je ne sais pas ce qu'il a. En plus, il a un axe un peu bizarre. Peut-être bon. Microvoltage, fibrillation atriale. Voilà. Pas normal. Donc, les renseignements fournis par l'analyse des QRS, on l'a dit, c'est le QRS, c'est du ventricule. C'est du muscle, ça sert à repérer l'hypertrophie, attention chez les sujets jeunes, ça peut être grand les QRS, de la nécrose, de la fibrose, de la mylose. Quand c'est trop petit, ça va être de la mylose, de la fibrose. Quand il y a les ondes Q, de la nécrose. Donc le QRS, il faut vraiment passer du temps. Apprenez à repérer les QRS normaux. Sachez que c'est aussi dépendant un peu de la conduction, des morphologies, des filtres. On l'a vu tout à l'heure, les filtres peuvent diminuer la taille des QRS. Mais moi, je suis un peu comme dans Matrix, quand je vois du QRS, je ne vois pas des. Ça me parle, d'accord, je vois du muscle. Tout comme quand je vois mon OMP, je vois un signal électrique, comment il circule dans les oreillettes, comment il va dans l'oreille, dans le nœud atrioventriculaire. On va aller maintenant un peu plus vite sur le segment ST. On fera la pause juste après le QT qui va passer. On n'a plus que 12 règles à faire et la conclusion. Le segment ST, c'est ça, hein, c'est la fin du point J. Le décalage du point J, c'est mesure. Segment ST, c'est ça. Vous voyez, il est légèrement sus-décalé, mais là, il est bien, là, il est bien, là, il est bien, parce que là, on est dans les variantes de la normale. Le segment, alors on va l'agrandir, je pense. Quand je l'agrandis, je vois bien que par rapport au segment PQ, le point J n'est pas sus-décalé. Donc, ma 10e règle de base, c'est le segment ST. J'ai bien vu mes QRS, il y en a 5 sur le QRS, une sur le PQ, 3 sur les ondes P. Celle-là, c'est ST, ça va être une, et on fera le QT et on aura fini. Donc, le JT doit être isoélectrique. Alors, c'est vrai, c'est totalement faux, cette règle, parce que en fonction de la fréquence cardiaque, du sexe, de l'âge et de plein d'autres choses, on a un segment ST. Alors, il est iso, mais il est un peu descendant. C'est un peu de la tarte à la crème, c'est compliqué. Disons qu'il faut vous astreindre à chercher un segment ST isoélectrique. Ça me permet de vous parler du point J, qui est la fin du QRS. Et sachez qu'il y a beaucoup de variantes de la normale qui sont liées au fait que le point J il est un tout petit peu sus-décalé chez plein de gens, notamment les hommes, et notamment les hommes jeunes, et notamment les hommes jeunes d'origine africaine. Mais on verra ça dans les variantes de la normale. Voilà. Alors, par exemple, ici, vous voyez, je cherche si mon segment ST est isoélectrique, et la réponse est oui. Il a l'air sous-décalé comme ça. Mais en fait, par rapport au PQ, il n'est pas sous-décalé. D'accord ? C'est-à-dire que si je regarde ça dans la prolongation de mon PQ, je vois que c'est normal. C'est ce qu'on appelle une variante de la normale, une repolation atriale. L'oreillette continue à se dépolariser après l'onde P. Là, c'est la systole atriale, là, c'est la diastole atriale. La diastole atriale modifie le début du QRS. C'est toujours intéressant à savoir. Et là, on le voit bien. On voit bien cette cupule. Donc, ce sous-décalage, il est en partie, très probablement, même peut-être complètement dû à cette onde P qui plonge un peu comme ça. Donc, il faut que vos yeux fabriquent une coupole comme ça, et vous verrez cette coupole, enfin cette cuvette, cette cupule, qui est liée au sous-décalage de P. Regardez, il y a 1 millimètre là, hein, par rapport à la ligne ici. Donc, le PQ plonge, il entraîne le début du segment ST. Alors, c'est intéressant à savoir, bon, parce qu'il y a les maladies. Bon, on les reverra. Bon, les écarts normaux du segment ST sont très, très importants. On dit toujours que c'est isoélectrique, mais en fait, vous voyez que si on informatise 1000 électrocardiogrammes, on voit bien qu'il est très, très fréquent d'avoir un sus-décalage. D'accord ? Et que même ce sus-décalage est dominant en V2, V3. Donc, on retiendra que les sus-décalages peuvent faire 3-4 mm chez les hommes jeunes en V2, V3, que le sus-décalage est habituel dans toutes les dérivations, mais qu'il n'y a quasiment jamais de sous-décalage ici, en V1, V2, V3, et jamais de sous-décalage. Alors qu'il peut y avoir, dans la partie gauche du cœur et en dérivation inférieure, un sous-décalage. Donc, il y a plein de variantes de la normale. On doit être isoélectrique, mais c'est très, très académique. En général, il y a un petit sus-décalage. La médecine ne se fait pas par l'examen du sus-décalage, elle se fait par l'examen du QRS, du PQ
et des valeurs et de la morphologie des individus. Je ne vais pas en dire plus à ce stade. Voilà, la 11e règle, c'est que l'onde T, on l'a vu tout à l'heure, elle est asymétrique et positive. Vous voyez comme elle est asymétrique? Et elle est positive à peu près partout. On va voir qu'il y a des exceptions. Mais elle est positive, 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 positive. Là, elle est négative. Positive, positive. Parce que D3, souvent, est dans un axe opposé à la dérivation moyenne de dépolarisation du cœur. Donc, D3 et VR sont souvent négatifs. Donc, il y a des exceptions. V1, D3, VR, ça peut être légèrement négatif. D'accord? Il ne faut pas que ce soit trop plat ni trop ample. Il faut qu'il y ait une relation un peu de 2/3 par rapport au QRS, ce qui est le cas ici. Donc, en fait, avec l'habitude, ces valeurs théoriques, on les zappe, c'est-à-dire qu'on les oublie. On voit bien que cette onde P est proportionnelle au QRS. Okay. Là, ça va. Il faut que ça fasse 1 mm quand même, hein. Une onde P, sinon c'est plat. Il faut 1 mm minimum. Voilà, donc tout ça me paraît bien et ça peut être très ample. Il y a des variantes de la normale. Ça peut être très ample en V2, V3. On verra ça plus tard. Oui, alors en VR et V1, ça peut être négatif. Et parfois en D3, VL et D2 chez l'homme jeune. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais il faut connaître la base, c'est qu'elles sont toutes positives et asymétriques, ni trop amples, ni trop plates. Après, savoir qu'il y a des exceptions. Voilà, ici, par exemple, c'est important de repérer cette onde T. Il y a un collègue là, qui m'a montré un électro, là, qui écoute peut-être aujourd'hui, qui m'a montré des grandes ondes T en V2, V3, et les gens se demandaient si c'était une occlusion coronaire ou pas. L'onde T, on le verra plus tard, c'est le premier signe d'occlusion coronaire. Ça commence par là, puis par là, puis par là. On le reverra. Donc, l'onde T trop amplifiée, vous voyez, cette onde T est beaucoup plus grande que ce QRS. Alors, je veux bien dans une seule dérivation, mais là, dans 2 dérivations et dans 3 dérivations, je n'y crois plus. On sait que chez l'homme jeune, quand il y a des grands QRS, l'onde T peut être ample, mais là, ce QRS n'est pas grand. Donc, la règle de la proportionnalité est plus importante que l'amplitude. L'amplitude fait 8, mais ce n'est pas vraiment l'amplitude qui va compter. C'est la proportionnalité par rapport au QRS. 8 et la 8, ça fait 100%. C'est trop ample. Et la base aussi est grande. Et elle a perdu son asymétrie, elle devient assez symétrique. Là, cette base, ça, c'est une occlusion coronaire à son début. On le reverra. D'où l'intérêt de, quand vous avez des symptômes, de faire attention aux électros qui ont l'air normaux. Il y a plein de petits signes qui peuvent déjà vous dire qu'il y a une occlusion coronaire aiguë. Et là, dans le CG précédent, les collègues ont perdu 45 minutes pendant lesquelles le myocarde a souffert. Hein. Les ondes Q sont apparues. Voilà, donc T bases larges et T supérieur à 2/3, c'est tout à fait anormal. C'est vraiment un des enseignements de Steve Smith, ça, bien regarder les ondes T, il n'y a pas que lui. Et en plus, vous avez effectivement une onde Q qui est beaucoup trop large ici. Elle fait plus de 40 millisecondes à l'œil nu. Et ça aurait dû vraiment, avec ces ondaires qui diminuent, regardez, les ondaires ne poussent pas là. L'ondaire grandit de V1 à V4 ou V5. Bon, mais là, ça redescend. Si vous respectez ça, vous arriverez à classer vos dossiers difficiles. Mais ça implique de les maîtriser comme des métras. Moi, je connais par cœur. Bon, les ondes T, il y a plein de façons de les caractériser. Hein. Sachez que l'électro n'est pas une science morte. Hein. Il y a des revues, il y a plein de revues qui ne font que de l'électrocardiogramme. Et je vous en cite une, Journal of Electrocardiology. C'est assez passionnant. En plus, c'est assez téléchargeable. Il y a Annals of Non-Invasive Cardiology également, où on va vous parler de tout ce que les ordinateurs apprennent pour détecter, pour anticiper des maladies du cœur. Et voilà, donc on a des durées, des amplitudes, des surfaces, des pentes, des symétries, des coefficients d'acuité, c'est-à-dire de pointe. Là. Voilà, cet électrocardiogramme est très ample. Hein. Vous voyez, les ondes T sont très amples. Hein. Je vais assez vite, mais ce sont des variantes de la normale. Donc les QRS sont super beaux. Tout est beau dans cet électro. Les ondes T sont amples, mais elles sont asymétriques. Et elles respectent, et les QRS sont magnifiques, ne sont pas du tout microvoltées, vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Elles restent, donc il faut un petit peu d'entraînement. Il faut aller sur le site pour voir des ondes chez les QRS, chez les hommes jeunes. Voilà. Tandis que là, vous avez, voyez, cette fois-ci, c'est très aigu, c'est très pointu. Les QRS sont très pathologiques, ils font 121, là c'est normal, tout est normal. Et même les ondes T grandes, avec des indices de pathologie, tout est négatif. Il y a cette petite onde J qui rassure. Là, vous voyez bien que les ondes T sont certes relativement proportionnelles, mais ça ne va pas, regardez, ce n'est pas du tout la même chose que là. C'est très symétrique, très symétrique, très pointu, avec des QRS anormaux. Et même, je crois que le PR est un petit peu long là, ici. Peut-être pas sur celui-là. Voilà. Donc, les ondes T inversées se voient, quand elles sont trop amples, il y a plein de pathologies qu'on va voir.
Et les ondes T inversées, c'est plus compliqué. Je vais juste vous montrer les exemples qu'on verra lors des maladies. Il y a plein d'exemples pour les ondes T inversées. C'est un peu compliqué. Il y a la forme jeune de l'enfant. Tous les enfants ont V1, V2, V3 négatif. Et après, il y a, vous le verrez, les hypertrophies, les hypocalémies, les ischémies. On verra ça ensemble. C'est toujours une question des ondes T inversées. Hein. Toujours une question. Dire que c'est normal, ça implique quand même de maîtriser l'électrocardiogramme, savoir que ça varie chez les sujets jeunes et les femmes jeunes notamment. Ça peut être valable, mais ce sont des exceptions. Okay. Donc la repolarisation va nous donner plein de renseignements sur le métabolisme, sur les métabolismes, c'est-à-dire les échanges, les maladies, l'oxygène, l'hypothermie, la température, les toxiques. Moi, je regarde beaucoup ça pour repérer les anomalies métaboliques, pour repérer les anomalies secondaires, c'est-à-dire les anomalies secondaires aux anomalies du QRS et les variantes de la normale. Il y a des urgences, ce sont tous les I dans le segment ST, hypoxie, ischémie, hypercalémie, hypocalémie, hypercalémie, tous les I pour garder ça en tête. Les ondes T inversées, les ondes T sus décalées, sous-décalées, etc. C'est vraiment la période du métabolisme parce que c'est très consommateur d'oxygène et de canaux ioniques. Donc, on va mesurer le QT et on aura fini. Le QTC, c'est un indice fondamental de durée de la systole ventriculaire. C'est-à-dire qu'entre ça et ça, c'est toute la systole ventriculaire qui va se dérouler. Donc, c'est important d'en connaître sa durée. Et sa durée, elle varie avec la fréquence. On va voir que c'est un petit problème. Et avec le sexe de l'âge. Oh mince alors. Oui, les femmes ont un QT un petit peu plus long que nous, mais c'est toujours pathologique à 460. Mais nous, l'homme, on est un petit peu plus... On a le QT, alors que le cœur est plus long. C'est un peu curieux. Comme quoi, c'est genré le QT. C'est genré. Désolé de vous le dire. Le QTC ici proposé par la cellule, la méthode de Bazette, on les reverra plus tard. Hein. Donc voilà, c'est le début du QRS, c'est la fin du QRS. On calcule le nombre de millimètres, 8,5, on multiplie par 4, ça fait 340 pour une fréquence à 90. C'est le cas. Bon, là, c'est 96 en fait. Et moi, j'ai mesuré à la main 340. Je fais une bêtise, c'est 300. Voilà. Et donc, ça correspond à un QTC à 417 qui est inférieur à 430, que ce soit un homme ou une femme. Là, c'est mon webmaster. Donc, c'était normal. Donc, mais l'intervalle QT, ça va être très important. Il va falloir le corriger avec la fréquence parce qu'il varie avec la fréquence et on ne va pas pouvoir le comparer d'un individu donné avec un groupe d'un individu ou dans le temps, pour un individu donné, dans le temps, à l'occasion d'une pathologie ou d'une prise médicamenteuse. Donc, il va falloir, ça ne va jamais être la même fréquence. Donc, il faut bien le normaliser par rapport à une fréquence, on va dire, de 60 par minute, puisque c'est la fréquence considérée comme normale. Donc, on va transformer la fréquence le QT, avec la formule de Bazette, par exemple, on va le rapporter à une fréquence de 60. Et à ce moment-là, on aura une formule à peu près corrigée pour tout le monde. C'est comme ça qu'on fait. On va voir que ce n'est pas toujours très bien, parce que la formule de Bazette, elle est, voilà, typiquement, il y a plein d'autres formules qui ont été inventées, c'est que Bazette ne suffit pas. Mais là, vous voyez qu'à 66 par minute, on a très peu de différence entre toutes les formules. On est à 411, 414. Toutes les formules sont bonnes autour de 60, mais quand on s'écarte de 60, il y a plein d'autres formules qu'il faut connaître. Donc, à l'œil nu, vous voyez, on peut passer à côté des QT si on ne les mesure pas. Donc, il faut toujours vérifier le QT. C'est une faute. Hein. C'est une faute de ne pas mesurer un QTC. Si vous ne le repérez pas, c'est une erreur. Alors, comme on dit toujours, quand il y a une erreur médicale, il y a deux victimes. Il y a le malade et le médecin. Le médecin qui va se dire « Merde, je n'ai pas fait le QTC, mais c'est la faute de lui qui m'a dit que, ou c'est parce que l'ordinateur, ou c'est parce qu'il y a trop de travail. » Non, le juge et vous-même, votre conscience, honnêtement, quand vous ratez un QTC, c'est quand même dommage parce qu'il y a des conséquences. D'accord ? Donc ici, vous devez le mesurer et pas vous contenter d'un pifomètre. Donc ici, on va le mesurer ensemble. On fait la ligne de base. La ligne de base, c'est ça, la ligne de base de référence. On trace une petite tangente si c'est vraiment un peu compliqué. Donc, on fait une ligne de base par rapport à tout ça, à la ligne TP. TP, c'est ça la ligne de base pour le QT. On fait éventuellement une ligne de base ou pas. On prend D2 ou V5, toujours D2 ou V5 si possible, car c'est là qu'il est le plus long. Si vous le prenez là, vous voyez, il va être plus court. Il faut prendre le plus long, comme pour le QRS, le plus long des QT. Donc le plus long, en général, c'est là où l'onde T est la mieux visible. Donc si c'était mal là, on irait là.
Et puis, on prend le début du QRS grâce à un alignement d'au moins 6 dérivations. On ne fait pas des photos pour mesurer le QRS, hein, parce que les photos, ça déforme les mesures. Là, c'est l'avantage de travailler sur les écrans et les ECG numériques, c'est vachement bien. Il faut parfois amplifier, on l'a dit. On amplifie, on augmente la cadence de déroulement du papier. Enfin, en général, on n'est pas à quelques millisecondes près, il ne faut pas exagérer. Là, on voit qu'il est un peu long, on a l'impression qu'il est un peu long. Donc, on va le mesurer comme ça et on va donc ensuite, il y a des méthodes, je vous les ai écrites, et puis il y a toute une formation YouTube sur comment mesurer un QT. Donc là, oui, il a l'air un peu long, j'avais raison. Donc l'ordinateur vous dit qu'il est un peu long, il est à 500 millisecondes pour une fréquence à 63. Le QT est donc augmenté. 12,5 x 40, ça fait 500. Bon, moi, c'est à peu près ce que j'ai calculé. Et le QTC donc, fait 505 par la formule de Frédéricia, qui pourrait être basette, puisque c'est la même valeur. Voilà, le QT, c'est vraiment un processus électrique hyper important à mesurer. Ça peut avoir des conséquences sur des troubles du rythme ventriculaire extrêmement graves. Donc, c'est faussé dans les cas de cardiopathie, parce que si le cœur est très dilaté, qu'il y a des blocs, ça va artificiellement augmenter le QTC. Je vous renvoie à la formation en bas, comment mesurer comment un QT. Voilà. Donc, vous pouvez ensuite conclure un électrocardiogramme. On ne vous demande pas de tout mettre sur un électrocardiogramme. D'accord ? On vous demande de dire, sur un ECG que vous rendez à un malade, que le rythme, quel est le rythme? Est-ce qu'il est sinusal, jonctionnel, atrial bas, ventriculaire, le pacemaker, j'en sais rien. Donc, vous devez dire le rythme, donner la fréquence, ne confondez pas le rythme et la fréquence, dire si les QRS sont fins et normaux. Bah oui, les QRS sont tous fins et normaux, j'écris souvent, ou tous normaux, ça suffit. Et j'écris repolarisation normale, et j'écris QT normal, et même je donne la valeur. C'est encore mieux. Je mets QTC, etc. Et si les QRS sont larges, je donne la valeur. Là, si j'ai tout ça, je peux dire que c'est un ECG normal. Mais j'ai tout vérifié. Vous voyez, chez lui, par exemple, je vais dire qu'il y a le rythme n'est pas sinusal, il y a une fibrillation atriale. On va voir, on la voit très bien ici dans la dérivation de l'oreillette droite. Donc, je vais écrire fibrillation atriale, cadence. Ensuite, je vais donner les QRS et tout ce qui est anormal. Ben là, je vois que l'axe est droit, puisque D1 est négatif. Donc, c'est un axe droit. Une hypertrophie, puisque j'ai de très grandes ondes S. Et des troubles de l'articulation, oui, c'est platouille, ça ne doit pas être plat, ça doit être positif long T. Et le QT, par contre, il est normal. Voilà, ça, c'est un deuxième exemple de conclusion. Et voilà exactement sur quoi je m'appuie pour écrire tout ça. Voilà, donc vous pourrez retrouver tout le Minnesota Code. Vraiment, je vous conseille de l'apprendre comme un mantra. Sinon, franchement, on ne peut pas faire de l'ECG. Ça passe un peu de temps, mais enfin, voilà. Et puis, je vous renvoie à cet excellent livre de Suralit Nilens. Malheureusement, il n'est plus réédité. Il est téléchargeable en PDF. C'est en anglais, mais c'est la Bible de tous les livres de CG. Et je n'ai rien vu mieux. Bon, on aurait pu l'actualiser, mais on ne l'a pas. C'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'enregistrement.